Vous le savez les amis, on se retrouve chaque semaine sur YouTube, sur Spotify pour que je vous livre les meilleures informations, les meilleures méthodes et les meilleurs conseils que j'ai pu réunir depuis ces 10 dernières années de musculation et de bodybuilding au niveau professionnel en tant qu'athlète et en tant que coach. Et chaque semaine, je mets un point d'honneur et c'est réellement ma mission sur YouTube. Je me suis donné cet objectif-là de clarifier, de démystifier toutes les informations, toutes les méthodes qu'on vous soumet chaque jour, chaque semaine sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup trop de personnes qui font leur business sur la prochaine vidéo où ils vous promettent le prochain complément, aliment ou stratégie de nutrition ou d'entraînement magique, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Et je ne cherche absolument pas à complexifier les choses, au contraire, je cherche à débunker, à clarifier et à mettre en lumière les bonnes informations et la réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on continue dans cette trame, comme dans chaque vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui sera un peu plus précis que d'habitude, pas seulement de musculation, mais là cette fois-ci plutôt de bodybuilding. Parce que vous le savez, j'ai été IFBB Pro et je suis toujours, c'est un titre que j'aurai du coup à vie, à moins qu'on veuille me l'enlever. Je suis IFBB Pro et forcément, j'ai connu le bodybuilding à plusieurs étapes. Alors oui, je suis pas allé à Olympia, oui, j'ai pas gagné des compétitions professionnelles, mais j'ai fait beaucoup de compétitions à beaucoup de niveaux différents et je suis passé du côté où beaucoup de personnes aimeraient passer, mais peu y arrivent. Je suis passé du côté des professionnels dans la plus grosse fédération mondiale de bodybuilding, celle qui mène à Olympia. Et j'étais sur scène avec des professionnels qui sont allés à Olympia. Et ce parcours-là me permet aujourd'hui de vous parler de la réalité du bodybuilding. Ce que c'est, notamment en tant qu'athlète, concrètement, de faire du bodybuilding, et je veux absolument aujourd'hui dédier cette vidéo-là et m'adresser à ceux qui ont des ambitions en tant qu'athlète en bodybuilding. Parce que, comme dans beaucoup de choses qu'on démarre, on ne s'attend jamais à rencontrer les obstacles qu'on va rencontrer, les défis, les épreuves et les problématiques. Et comme vous le savez, chaque semaine, je m'astreins à vous donner ces conseils-là, de manière générale et plus générale de manière de la musculation en bodybuilding. Ces conseils-là que j'ai appris à mes dépens, en me blessant, en stagnant, en prenant trop de gras trop vite, en ratant des sèches. Ces choses-là que je vous transmets chaque semaine, je les ai appris à mes dépens. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire mieux et plus rapidement, mais je n'avais pas les informations. Et vous le savez, cette chaîne-là est dédiée pour ça. Donc je vais vous demander déjà de vous abonner, évidemment, comme à chaque vidéo, de vous abonner, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petits cadeaux en bio. Ça va très vite revenir, le challenge 100% gratuit qui vous permet d'apprendre à construire votre prise de masse, surtout si vous êtes coach, va revenir en fin de mois de juin. Pour l'instant, les portes sont fermées. Le challenge de 7 jours que vous avez beaucoup aimé, mais il ne peut pas être là à l'année. Et je prépare un autre cadeau qui va grandement vous plaire aussi. Cette fois-ci qui sera plus orienté vers les pratiquants passionnés et les athlètes en bodybuilding. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre la réalité et de vous faire que vous puissiez, si vous voulez aller loin dans ce sport, vous faire une bonne idée de ce que ça en coûte et de ce que ça requiert. On va diviser cette vidéo en deux parties. Déjà, je tiens à vous préciser que je ne suis pas médecin, je n'encourage à rien. Je suis simplement quelqu'un qui a vécu ce sport-là à haut niveau, pas au plus haut niveau, mais à très haut niveau quand même, enfin, haut niveau, et qui veut aujourd'hui vous expliquer son retour d'expérience et comment ça se passe pour qu'on ait plutôt à prévenir que guérir. Le bodybuilding, vous savez, c'est un sport comme tout sport qui peut se pratiquer au niveau et qui est l'un des sports à mes yeux les plus extrêmes et qui est l'un des plus coûteux sur la santé, ne serait-ce que là on est le 27 mai, si je dis pas de bêtises, 2024, et il y a eu un mort cette semaine de 34 ans, un bodybuilder, et la semaine d'avant de 50 ans. C'est un sport risqué. Ça, personne ne fera le contraire, et on va y revenir. Donc j'ai envie de diviser cette vidéo-là en deux parties. La partie déjà de l'investissement personnel, de manière très vaste, et la deuxième partie des risques. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que au niveau de l'investissement personnel, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Ça va vous demander beaucoup de temps, il faut comprendre que le bodybuilding, ça se compte en années et en décennies, j'ai envie de dire. Tous les gens que vous voyez à Olympia, tous les gens que vous voyez sur scène, sur des compétitions professionnelles, ils ont commencé à toucher un haltère il y a au moins 10 ans. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un sur scène à très haut niveau professionnel, qui s'entraîne depuis moins de 10 ans. Il faut bien comprendre que tout ce dont vous rêvez, Chris Bumstead, Olympia, tout ça, ça se fait en années et bien souvent au bout d'une décennie. Bien souvent, on atteint un niveau très compétitif, même en amateur, et
potentiellement professionnels, pour ceux qui sont les plus doués, sous plein d'aspects, mais aussi génétiquement, après bien 8, 9, 10 années en général. Encore une fois, ça dépend de tout le monde. On n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous les mêmes bonnes informations aussi au départ, mais il faut bien compter une bonne dizaine d'années. Alors, en réalité, ça va vous coûter beaucoup de temps, d'argent, d'efforts, vous le savez, le bodybuilding. Il y a quelque chose qui va déplaire à une grande majorité, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est requéri, c'est le fait de tomber dans une routine. Une grande qualité d'un bodybuilder, je vais vous le dire, c'est d'être très routinier. Je sais plus quel coach faisait cette analogie-là, mais c'était eat like a dog. Manger comme un chien. Et en vrai, tu peux l'étendre à tout le reste, l'entraînement, le repos, la routine de manière générale. Pourquoi ils disaient ça ? Parce que les chiens, tous les jours, ils mangent la même chose. Un peu comme tous les animaux. Mais tous les jours, ils mangent un peu la même chose. Et ben, bodybuilder, c'est un peu pareil. Et une des choses qui a fait défaut à beaucoup de personnes qui voulaient devenir des grands bodybuilders, c'est justement la capacité à bien tenir la diète et à faire tous les jours la même chose. Parce que, certes, avoir une routine, c'est bien, c'est confortant, c'est rassurant, c'est moins stressant, mais également, c'est quelque chose qui se répète tous les jours, et sortir de la routine, quand on veut être bodybuilder, et là je parle seulement de bodybuilder à très haut niveau, je vous parle pas de pratiquant de musculation passionné, quand on veut être un bodybuilder au plus haut niveau, il va falloir tomber dans la routine et aimer cette routine. Et même si vous l'aimez pas, il va falloir tomber dedans et y rester. Parce que faire de façon constante la même chose dans le temps, que ce soit dans la diète et dans l'entraînement, c'est ce qui permet déjà d'additionner des wins, d'additionner des victoires, de comprendre que c'est une loi de l'accumulation, je vous en ai déjà parlé, la musculation et tout domaine dans lequel on veut réussir. C'est l'addition des jours qui fait que. C'est l'addition des bons jours qui fait un bon mois. Et oui, dans le lot, il y aura des jours où on aura été moins bon à l'entraînement, plus fatigué, moins de sommeil, moins bien digéré, peu importe. Ce qui compte, c'est la majorité des jours. Accumuler des bons jours, c'est ça qui est important. Et par extension, avoir fait la même chose pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, ça permet, surtout d'un point de vue entraînement, d'avoir répliqué les mêmes conditions, mais également d'un point de vue nutrition, d'avoir répliqué les mêmes conditions et de justement à terme, à moyen et long terme, avoir du recul sur ce qu'on a fait et sur les résultats que ça nous a procuré. Et c'est là où ça devient très important. Et ça peut être aussi réel pour évidemment un pratiquant passionné ou n'importe qui d'autre, en musculation notamment et dans n'importe quel sport. Mais faire, refaire permet de faire mieux, mais permet surtout aussi de quantifier ce que ça nous a donné. Et en tant que bodybuilder, on va mettre toutes les chances de notre côté. En tant que bodybuilder, le degré de flexibilité doit être au plus bas. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de flexibilité, notamment hors saison. Non, faut pas être bête et méchant et avoir une approche de bodybuilder à l'ancienne et de ne faire que ces aliments-là et pas d'autres et de ne mettre aucune alternative. Je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que évidemment, moins on va avoir un plan qui va avoir de grandes disparités entre les jours, plus on va pouvoir avoir une main mise sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas. Et plus les données sont stables, plus les variables sont stables, et plus on peut quantifier correctement nos progrès. Et ça, c'est très important. Certes, c'est laborieux. Certes, ça demande une discipline. Certes, ça demande d'aimer et de tomber quoi qu'il arrive dans la routine, mais c'est très important. Et oui, on peut gagner du muscle et sécher avec une diète assez flexible, évidemment. Mais quand on est proche de la compétition, quand on est hors saison, et qu'on veut améliorer des choses comme sa santé, sa rétention d'eau, tout ça là, ça ne peut pas se laisser au hasard. Plus il y a une grande proportion de flexibilité, et moins on a un contrôle sur ce qu'on fait. Et le bodybuilding, comme tout sport à haut niveau, nécessite un certain degré de précision. Il faut savoir quand être précis et quand il n'y a pas besoin de l'être. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que la semaine de la compétition, oui, on va être très précis sur le sel, l'eau, qu'on les fasse varier ou non, peu importe, mais très précis sur ce que tu manges, sur ce que tu dépenses, d'un point de vue gestion de fatigue et d'un point de vue apport nutritionnel. Par contre, peut-être que des fois, on va juste chercher un effet, peut-être qu'on va rester sur la semaine de compétition, peut-être qu'on a tout quantifié, puis la veille, il faut simplement un peu plus de glucides, et on dit, bah écoute, tu sais quoi, rajoute 2-3 cuillères à soupe de miel dans ton repas, machin.
Et là, un athlète peut tiquer et dire mais attends, combien de grammes exactement, etc. Alors, c'est un exemple un peu sorti de mon chapeau, c'est pas le meilleur. Et là on peut dire non, écoute, ce qui compte, c'est pas la précision là, c'est l'effet. Ou alors le jour J, je mange trop 4 galettes de riz. Tu vas monter sur scène dans 2 heures, je vais te dire, ce qui compte, c'est peut-être de juste stabiliser ta glycémie avec des galettes de riz et pas tellement si on a 3 ou 4. Parce que le travail de te remplir, déjà, il sera pas à 8 grammes de glucides près, et puis il a déjà été fait en amont. Je veux juste que tu manges un peu, que tu te détendes, et que voilà. C'est un exemple, mais ça peut être pareil en hors saison. Dire, bah écoute, demain c'est ton point faible, la veille au soir tu vas l'entraîner le matin, bah la veille au soir tu fais un cheat meal, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, juste que tu sois chargé en glucides, en énergie. Donc évidemment, il ne faut pas avoir cette approche bête et méchante d'être strict pour être strict. Non, il faut comprendre pourquoi on est strict. Sinon, on est strict et ça n'a pas d'utilité. Il faut mettre son énergie maximale uniquement dans les choses qui en valent le coup. Il faut investir son temps, son argent, son énergie uniquement dans les choses qui en valent le coup. Bref, je ferme cette parenthèse-là que j'ai ouverte et qui a fait trop divaguer. Donc ça, c'est très important. Il va falloir tomber dans la routine parce que la routine, c'est important et le détail est important. Surtout, plus on avance en niveau, mais en réalité, je pense que c'est une habitude à prendre dès le départ. Je vais être honnête avec vous. S'il y a bien un point commun entre beaucoup de champions, c'est que, certes, ils ont la génétique, on va en reparler, mais également, ils vont the extra mile, comme on dit. Et ils vont un peu plus loin que les autres. Ils vont faire un peu plus le détail que les autres ne font pas. Et comme je vous l'ai dit, la loi de l'accumulation, c'est très puissant. Et quand chaque jour on fait le détail que les autres ne font pas, l'écart se creuse. Parce que si on fait nos journées à 80%, entre 2 journées, c'est pas grave. Même si j'aurais tendance à dire on est censé les faire cocktailler à 100%, surtout en prep. Mais si on fait une journée à 80% dans la semaine, bon, on a perdu 20% sur le total de la semaine. Ok. Enfin, 1% dans notre journée et un certain pourcentage sur la semaine. Ok. Par contre, si on fait 80 un peu tous les jours, on perd beaucoup plus de pourcentage de sérieux. C'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que quelqu'un qui fait 100% tous les jours contre quelqu'un qui fait 80% tous les jours, sur une semaine, c'est peut-être pas beaucoup, sur quelques jours, c'est peut-être pas beaucoup, mais sur un mois, il manque beaucoup de pourcentage là. Et c'est là que ça fait la différence. Donc il faut comprendre aussi que la routine, c'est important. Et par-dessus le marché, là, faire bien cette routine, faire cocher toutes les cases. Ouais, aujourd'hui, j'ai oublié de manger tel repas. Ça, c'est impossible en bodybuilding. J'ai fait 10 minutes de cardio en moins. Non, gros. Faut être très précis jusqu'au bout. Faut comprendre et être intelligent avec quand et quoi, pourquoi on est précis, mais il faut l'être. Il faut justement toujours faire les choses à 100%, parce que 100%, plus 100%, plus 100%, plus 100%, ça donne un gros résultat. Mais 90, plus 90, plus 90, plus 90, ça donne un bon résultat, mais ça ne donne pas le meilleur. Je veux aussi toucher un mot de la génétique. Vous savez, vous le voyez. Et les réseaux sociaux nous ont un petit peu niqués avec ça. On voit des physiques exceptionnels et on s'y compare. On voit des gens au haut de la chaîne alimentaire, dans les plus hautes sphères du bodybuilding, on s'y compare. Et on oublie, et on ne voit même pas d'ailleurs ce qu'ils ont été avant. Et on oublie, ou on ne sait pas, que, comme je vous l'ai dit, il y a eu peut-être une décennie derrière d'entraînement. Et de tout le reste. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que on voit souvent le résultat, les lignes d'arrivée, mais on voit pas tout le trajet, on voit pas le début. Et bien souvent, c'est qu'on on voit que nos défauts, alors qu'on devrait justement être content aussi du parcours. Comme je vous l'ai dit, c'est assez routinier comme ça, c'est aussi important de souligner les progrès qu'on a fait pour se dire je fais pas tout ça pour rien. Et c'est là aussi, c'est important de bien s'encadrer, de réunir les bonnes informations pour mettre notre énergie, notre temps, notre argent dans les bonnes choses. Et non pas un peu n'importe où. Je vous le dis tout de suite et je le répète souvent à mes clients la première fois que je les contacte et que je vois qu'il y a plein de problèmes dans les programmes, ce qui est normal. Il y en a eu dans mes programmes aussi, hein. C'est pour ça qu'ils viennent vers moi. Je dis toujours que je ne supporte pas perdre mon temps, mon argent, et en fait je supporte pas investir quoi que ce soit qui m'est important, et même moins important, dans quelque chose et ne pas en tirer des bénéfices. Pas forcément tous les bénéfices, même si c'est l'idéal, mais en tirer des bénéfices suffisamment satisfaisants. Et je pars du même principe pour mes clients, je veux que toutes les cases soient cochées. Et bah pour un bodybuilder, c'est pareil. Vous avez de l'énergie, de l'argent, ça va être très cher le bodybuilding. Je vous fais pas un dessin, ceux qui sont pas naturels et qui sont au plus haut niveau, c'est très cher. Parce que c'est comme la nourriture. Et en disant ça, je n'encourage personne à rien. Vous savez, j'ai arrêté le bodybuilding. Ça fait 2 mois et demi maintenant que j'ai tout arrêté, que je suis au naturel.
Ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien, moins stressé, de me dire putain, je me nique à petit feu peut-être là, tu vois. J'ai 23 ans et je me sens pas en bonne santé. Même si je le suis, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, il faut être confortable avec ça, chose que je ne recommande pas. Mais au-delà de ça, c'est un budget. C'est un budget, c'est comme les aliments, hein. Il y a les prix de départ et il y a les prix d'arrivée. Bon, j'encourage personne à faire ça, et vous voyez à travers cette vidéo-là, je vais vraiment vous mettre les pieds sur terre, vous dire que comprenez bien que, et je vais vous donner une anecdote, que les athlètes à ce niveau-là, ils ont pas peur de la mort. Je vous dis tout de suite, les mecs qui sont en pro, alors encore une fois, c'est pas noir et blanc, tout le monde a sa méthode, tout le monde a son niveau, tout le monde prend les risques qu'il prend, c'est pas pareil pour tout le monde, mais beaucoup de mecs qui se classent dans les top niveaux en en compétition professionnelle, il y en a une partie qui n'ont pas peur de mourir. Je vous le dis, il y en a qui n'ont pas peur de mourir. Et qui sont prêts à faire des trucs que moi je suis pas prêt à faire. Et bah oui, il y a ça aussi. Et vous voyez, ça, c'est pas un positif, mais c'est un go the extra mile aussi. C'est que, voilà, il y en a qui sont capables de faire des choses où ils pourraient y passer. Pour avoir un résultat. Et je vous encourage certainement pas à mettre votre santé en jeu pour ça. Parce qu'il y a tellement plus à la vie que gagner une compétition, même au plus haut niveau. Donc, comprenez ça aussi, déjà, prendre ces choses-là, c'est pas anodin. Devoir en prendre beaucoup et de façon constante durant plusieurs années, avec très peu de pauses, et en augmentant de plus en plus, ça a évidemment notamment des effets délétères sur le moment, mais également en différé. Et là, c'est à chacun de juger de ce qu'il veut faire ou non, et je rappelle que c'est illégal et je ne recommande rien, mais moi j'ai choisi de m'en éloigner. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Il faut comprendre que vous avez des mecs qui vont prendre des diurétiques, du DNP, les jours de compète et la veille. Certains pendant toute une semaine, ils n'ont pas peur de clamser. Je vous le dis, j'ai ma première compétition professionnelle, j'ai vu un mec qui était très bien au TAN avec moi, et qui avait du mal à passer le poids, et qui 2 heures après était allongé dans un coin à l'ombre en train de se faire ventiler par sa copine, et il en pouvait plus alors qu'on était censé congestionner et monter sur scène. Et sur scène, il tremblait comme pas possible, il était essoufflé, il transpirait, il était pas bien. Je sais pas ce qu'il a fait, je vous dirai pas qui c'est, mais voilà. Et je vais vous dire, on va revenir sur... De toute façon, ça s'entremêle un peu ces deux parties, mais on va revenir sur les risques aussi ensuite, mais je vous ai dit, il y a un bodybuilder qui est mort cette semaine, la semaine dernière. Combien sont morts et on ne sait pas. Et on en parlait avec mon coach et il m'a envoyé un article du New York Times d'une liste bien trop grande, bien trop longue. Il y a un article qui n'en finit pas de bodybuilders de tous les âges, de tous les sexes, enfin hommes et femmes, il n'y en a que deux, de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les catégories, clamsés les uns après les autres. J'ai vu des gens de mon âge, de 23 ans, de 24 ans, de 25 ans, de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans, de tous les âges, qui passaient là à ma gauche. Je vous avoue que ça fait réfléchir. Donc comprenez aussi que au top niveau, et j'irai jamais dire ça, et je veux certainement pas paraître comme un gars qui est arrivé en pro, qui a pas su faire ce qu'il a réussi à faire, parce que j'ai pas performé en pro. J'ai fait une saison dans une catégorie que j'avais jamais faite, qui m'allait peut-être pas tellement, mais j'ai voulu aller là-dedans. Peut-être ça serait allé autrement si j'étais allé en open, et je pense réellement que j'ai le potentiel de faire un truc très bien en pro vu de ma génétique, et de mon mode de vie et de mes moyens. Mais j'ai choisi de ne pas aller plus loin, du moins à l'heure actuelle, j'ai choisi d'arrêter, parce que ça en valait pas le coup pour moi. Il faut bien que vous compreniez que les gens que vous voyez au top niveau, c'est un mix de beaucoup de choses, et il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas, et l'extrême majorité des gens qui veulent être à leur place, on ne les voit pas. Il faut bien comprendre que c'est pareil dans tout sport, et que en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire la même chose que ces gens-là, et qui ont fini sur un lit d'hôpital, qui ont essayé de faire la même chose que ces gens-là, et qui sont morts avant même d'avoir chopé une carte pro. Alors, encore une fois, pas tout le monde clams ou un amateur, mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est aussi ça, c'est que quand vous regardez les mecs à Olympia, c'est des mecs qui ont le budget, qui ont un mode de vie qui va permettre un métier, une routine qui va permettre de ne faire que ça, ou du moins d'avoir beaucoup de temps libre pour le faire, qui ont une génétique qui est hors du commun,
qui s'entraînent de façon constante depuis des années, qui sont bien encadrés pour avoir un physique suffisamment complet et développé pour en arriver là, qui tolèrent suffisamment tous ces produits-là et tout cet entraînement, qui ne se blessent pas de façon trop grave facilement, et qui savent tenir une diète à l'année, et qui ont en fait tout ça, qui ont peut-être un bon environnement aussi, qui ont démarré ça suffisamment tôt dans leur vie. Ce que vous voyez au sommet, il faut aussi le remettre dans son contexte. Ça veut dire que c'est pas atteignable. Je suis pas en train de nous faire la leçon en mode c'est tous des craquettes et vous n'avez pas la génétique ni l'argent pour le faire. Non. Non. Mais je veux simplement que vous ayez aussi cette facette-là. Parce que c'est beau d'avoir des ambitions, c'est beau d'avoir envie d'accomplir des choses. Je suis promis à avoir beaucoup d'ambitions et adorer avoir des objectifs, parce que sans ça, je ne saurais pas quoi faire de ma personne, pour être très honnête. Mais c'est aussi important de comprendre le contre-coup de ce dans quoi on se mêle. Et vous savez, j'adore le bodybuilding, et c'est un sport que je suivrai toute ma vie, et que je pratiquerai un petit peu au moins via l'entraînement et la nutrition toute ma vie, parce qu'il m'a donné beaucoup de choses dans ma vie, et j'irai jamais cracher dans la soupe. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui est très réel, et qui, oui, est un peu moins marrant, un peu moins sympa du bodybuilding, mais vous savez qu'à travers mes vidéos, j'adore ça, et je vous partage beaucoup de conseils pour que vous puissiez progresser en musculation, en bodybuilding. Mais il y a aussi une facette un peu moins cool, et il faut en parler. Surtout que je l'ai vécu, et enfin, je suis en bonne santé, je touche du bois. J'ai su en sortir, j'ose espérer, à temps, hein. Et je ne pense ne pas revenir, et je ne pense pas que ce serait une bonne idée de le faire, et que ça en vaudrait le coup, pardon. Mais il faut bien comprendre que la réalité, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et même si on peut surveiller sa santé dans tous les sens, et de mieux en mieux, plein de choses peuvent se passer. Surtout à très court terme, proche des compétitions, si votre coach... Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de coachs qui sont des putains de psychopathes. Qui s'en battent les couilles. Qui pour eux ont normalisé des dosages, et des dosages très élevés. Et qui n'ont pas peur de vous faire des dingueries avec votre eau, votre sel, votre potassium, la veille des compètes. Vous savez, ma dernière prépa, j'ai dû perdre beaucoup de poids très rapidement pour être en classique physique. Ma montre me réveillait la nuit parce que j'étais à 40 battements par minute. Alors c'est pas un drame, mais je veux dire, il y a des répercussions. Et j'avais mal au cœur tous les soirs sur les dernières semaines en allant me coucher, parce que la diète était super basse, parce que c'était éreintant physiquement, j'avais un pec et une épaule qui était blessée, je pouvais même pas entraîner bien le haut du corps, j'ai lâché beaucoup de volume alors que les jambes sont restées, mais le haut du coup j'étais beaucoup limité, même sur les tirages, sur tout, je pouvais même plus faire les pecs à un mois de la compète. Et les biceps pas en lourd parce que je m'étais fait mal à l'épaule, et le biceps il est inséré en dessous, puis le pec il est à côté. Donc j'ai vu ça, et après ma première compète en pro, je me suis allongé dans le lit le soir, j'ai eu des hallucinations, je vous le dis tout de suite. J'ai eu des hallucinations pendant 30 minutes. Mon cœur battait tellement fort que le lit bougeait avec moi. Je vous jure, c'est des dingueries. Et Dieu sait que j'ai pas fait des dingueries, mais c'est un sport qui pousse votre corps dans les retranchements. Surtout sur les derniers moments. Même hors saison, vous faites bosser votre cœur quand vous êtes lourd, etc. Et en prépa, c'est là où ça devient dangereux sur la fin, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas vous encadrer, qui est dangereux. Dieu merci, j'ai toujours bien été accompagné. J'ai toujours pris des bonnes décisions pour moi, mais même en faisant les choses, en forçant le moins sur ce qui est dangereux, et en plus et davantage sur le travail en lui-même, de faire plus de cardio, manger moins, et voilà. Même là, c'est un sacré tollé pour le corps. Enfin, ça fait du dégât, quoi. Donc bon, il faut comprendre ça. Et donc du coup, je fais un peu le pont, j'ai pas dissocié vraiment les deux parties de la vidéo, mais vous le voyez d'un point de vue santé, il faut comprendre que c'est pas un jeu, et qu'il faut faire les choses de façon mesurée, et ne jamais tenter un truc qui est trop dangereux. C'est vraiment, voilà, c'est là où on peut facilement se faire mal, ou pire. Donc bon, et puis, vous le savez, évidemment, la vie n'est pas toute rose, et composée de hauts et de bas. Et en bodybuilding, c'est pareil, il y aura des blessures. Il y aura des blessures, personne ne s'est jamais blessé. Il y aura des blessures, que ce soit articulaires, musculaires ou tendineuses. Il y aura des moments d'une moins grande progression. Il y aura des moments de perte de motivation. Il y aura des moments d'échec, de défaite de compétition. Vous savez,
Je me suis blessé je ne sais combien de fois, j'ai perdu je ne sais combien de compétitions, mais à côté j'ai aussi eu des moments très productifs. J'ai aussi eu évidemment des compétitions que j'ai gagnées. Vous savez, tout dans la vie, c'est le yin et le yang. Il y a pas de maîtrise sans de travail, il n'y a pas de difficulté sans de renforcement, il n'y a pas de jour sans nuit, et ben en bodybuilding, c'est pareil. Il y aura des moments où tout ira très bien, et là, vous allez vous péter un truc et vous aurez le somme. Il y aura des moments où vous avez une prépa où rien ne va aller, vous allez perdre la compétition, et ça sera très frustrant, et il faudra s'accrocher et continuer quand même, et reprendre ça à zéro. Il y aura des moments où vous perdrez votre temps parce que vous avez essayé une méthode ou un coach et ça n'allait pas. Ce sera jamais parfait, une progression linéaire parfaite. Cela dit, vous pouvez mettre toutes les chances de côté en vous entourant bien, en vous renseignant bien et en mettant vous-même concrètement dans vos efforts, vos investissements, toutes les chances de votre côté. En termes d'investissements généraux, je dis c'est très coûteux. Ce que les gens prennent à haut niveau, même à plus bas niveau en réalité, parce que ça commence très tôt, faut dire ce qui est dans le bodybuilding. Je dis pas que c'est bien, je relate. Hein. Et la nourriture en quantité, c'est très cher. À côté, si vous avez un kiné, bon, ça peut être remboursé, ou un kiné ou un ostéo, ça peut être remboursé par la sécurité sociale. Mais à côté, peut-être un coach de posing. Puis les compètes, des fois, si c'est hors de la France, il faut prendre l'avion, il faut avoir une licence, il faut payer sa catégorie, ou plusieurs catégories, surtout un NPC. Il faut payer l'hébergement. Si vous n'êtes pas à l'aise financièrement, le bodybuilding, vous allez atteindre un plafond de verre à un moment. Et je vous conseille pas de tout le temps vous dire « Ah, je mets un peu de côté avec un salaire misérable ». Si vous n'êtes pas un tant soit peu, pas riche, mais un tant soit peu à l'aise financièrement en bodybuilding, vous allez galérer. Parce que le problème, c'est que derrière, vos aliments, vos compléments, et si vous voulez de la quantité, vous allez devoir baisser la qualité. Le problème, c'est que quand tu manges de la viande qui est de bonne qualité, pendant une semaine, je vous l'ai dit, c'est une loi de l'accumulation. Pendant une semaine, c'est pas grave. Pendant un an, on voit la différence. Pareil pour tous vos compléments. Et là, le complément, on peut voir plus court terme avec les carences qui peuvent être plus ou moins prononcées. Donc, c'est comme tout, hein. On a ce qu'on y met, mais je veux aussi vous faire part des risques. Le cœur, les reins, le foie, même le cerveau. C'est un sport qui est très taxant. Vous savez, à haut niveau, dans tous les sports, il y a des produits dopants, il y a de l'abus de ça, mais en bodybuilding, je trouve que c'est justement bien plus exacerbé parce qu'en réalité, l'aspect physique est la principale chose sur laquelle on se concentre. Et du coup, vous allez prendre beaucoup... Enfin, ces bodybuilders vont prendre beaucoup plus que tel autre sport au niveau, etc. En général, les strongman et les bodybuilders sont pas très loin en termes de choses et de dosage, mais dans tous les sports, il y a ça, mais vraiment en bodybuilding, je trouve que c'est là où on va chercher le plus le danger, même si, évidemment, des sports comme le MMA, et d'ailleurs, je vais faire un aparté là-dessus, le MMA ou la boxe ou quoi, est tout à fait sujette aussi au weight cut assez drastique et dangereux. Mais voilà, c'est quand même un sport où tout au long de l'année, des saisons, ça c'est dangereux de façon homogène. Je voulais faire une dernière parenthèse sur la génétique. Alors, je m'étais fait des notes, mais le cahier est un peu loin. Sur la génétique. Comme dans tout sport, pour performer au niveau, il faut une bonne génétique. Alors là, il y a pas mal de génétique. Enfin, génétique et morphologie. La morphologie faisant partie de la génétique. C'est évidemment important. Plus vous aurez les membres longs, plus vous aurez une structure qui vous fait paquer, emmagasiner vous fait visuellement avoir l'air le moins d'avoir de muscles possible, plus ça va être évidemment compliqué. Les grands, avec des jambes longues, des bras longs, même les plus petits avec cette morphologie-là, vont avoir un peu plus de mal. Surtout dans les catégories classiques physiques, etc. Également, on n'a pas tous la chance d'avoir le même physique au même poids ou le même niveau au même poids. Je sais que j'ai toujours été un peu plus lourd que ce que j'ai paru. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ça, c'est important de le comprendre aussi.
notamment classique physique. Je peux vous dire que j'en ai fait les frais, même si je pense qu'avec le temps, j'aurais pu avoir un physique plus musclé au même poids, avec la maturité musculaire et des conditions encore plus poussées. Mais voilà, il faut aussi comprendre que la génétique et la morphologie par extension sont très importantes dans tous les sports. Par exemple, là je vous parlais du MMA, parce que bon, ça en témoigne, je me suis mis un peu au sport de combat du coup pour garder un objectif, vu que j'ai arrêté le bodybuilding, mais je m'entraîne toujours en musculation, 1 à 2 fois par semaine si ce n'est plus, mais en général ça suffit. Et à côté de ça, je fais un peu 50-50, je fais du MMA, et j'aimerais bien faire aussi un peu de kickboxing et Muay Thai pour compléter, enfin bref. Fait est que je le vois, et je me suis un peu plus penché du coup MMA à très haut niveau, regarde un peu plus les combats, tout ça, j'aime bien. Et je vais vous demander de regarder la longueur des bras. La longueur des bras de tous les mecs qui sont à l'UFC. Donc l'UFC étant un peu le Monsieur Olympia, on va dire, l'IFBB Pro League du MMA. C'est intéressant de regarder toujours au niveau. Regardez la longueur des bras. Et regardez surtout la longueur des bras de tous les combattants vis-à-vis de leur largeur de clavicule. Ils ont tous des bras longs. Tous. Pareil en boxe. Et je vois surtout en MMA, mais c'est pareil en boxe. Pourquoi ? Parce que plus t'as les bras longs, plus tu peux frapper sans te faire toucher. Parce que plus tu touches et tu restes à distance. Vous verrez pas un mec faire le top 1 UFC avec des bras très courts. En bodybuilding, c'est pareil. Si vous avez des bras trop longs, des jambes trop longues, des insertions un peu merdiques, alors oui, vous pouvez vous inscrire aux compétitions, mais s'inscrire et performer, c'est pas la même chose. Et la morphologie est très importante aussi dans le choix de la catégorie. Performer un masse physique, ça demande quand même des clavicules larges, des deltoïdes longs, des pectoraux longs, un abdomen court, des abdos symétriques et détaillés. Bon, symétriques peuvent être asymétriques, mais tant qu'ils sont proportionnés, détaillés avec une taille fine. Si vous n'avez pas ces choses-là, clavicules larges aussi, dorsaux longs, ça va être compliqué dans le très haut niveau masse physique, parce que tout le monde a ça en haut niveau masse physique. La longueur des bras peut fluctuer, parce que c'est pas un truc très important, mais ces choses-là, par contre, non. Pareil en classique physique, c'est pas une taille fine, c'est compliqué. Des clavicules étroites aussi, c'est compliqué. Vous n'avez pas la silhouette. Et en bodybuilding, c'est un peu aussi la même chose, même si bodybuilding, finalement, c'est un peu plus fourre-tout en termes de morphologie. Mais pareil, c'est des choses qui vous font marquer des points facilement et qui vous mettent en avant. Pareil, regardez les nageurs. Les nageurs, regardez les nageurs, ça doit être aux Jeux Olympiques d'en avoir, vous aurez l'occasion de regarder cet été, mais à tout niveau. Regardez la morphologie des nageurs, clavicule large, dorsaux long, bras long. C'est pas la natation qui fait être comme ça. Hein. C'est être comme ça qui vous permet de, en fait, quand vous tapez un crawl, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce qu'en fait, les muscles qui vous servent pour ce crawl-là, sur le plan vertical, bah, c'est les dorsaux. C'est les dorsaux, et la morphologie des clavicules permet d'avoir un excellent levier. Tout sport a sa morphologie, ou des morphologies types qui font performer au niveau. Pareil, regardez les jambes des sprinteurs et des coureurs de fond, regardez les insertions des mollets des sprinteurs et des gens qui font la course à pied à très haut niveau. Il y a beaucoup de tendons, il y a peu de muscles, comme ça le muscle ne congestionne pas beaucoup. Il y a un ratio très spécifique entre fémur et tibia pour avoir une excellente amplitude et avoir des pas très rapprochés et très peu fatigués, les muscles du bas du corps. Dans chaque domaine, dans chaque sport, il y a une morphologie, il y a une génétique qui est valorisée et qui vous fait avoir de l'avance, quoi qu'il arrive. Il faut bien comprendre qu'en bodybuilding, comme dans chaque sport, si vous cochez toutes les cases en termes d'investissement, de travail, de régularité, si quelqu'un fait exactement la même chose que vous avec une meilleure génétique, il va prendre l'ascendant. Et vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus. Mais je vais vous rassurer, il y a beaucoup de mecs avec une bonne génétique qui justement ont ce défaut-là de « je suis doué ». Donc j'ai pas eu pour arriver à un certain niveau à devoir faire des choses si compliquées. Donc il y a un moment où j'arrive, vous voyez que les influenceurs qui ont le même physique depuis des années, c'est une des choses qui l'explique, des fois, ou fitness influenceur évidemment, c'est qu'en fait la génétique t'emmène jusqu'à un certain point. Et ensuite faut que les connaissances prennent le relais. Ben, c'est exactement ça. La génétique t'emmène jusqu'à un certain point. Et quand certains mecs ne comprennent pas pourquoi ils avancent plus, alors qu'ils étaient très dos génétiquement, ils ont explosé jusqu'à un certain point et après ça bloque, c'est là où vous pouvez prendre l'ascendant. Mais lorsque la génétique et le travail, la stratégie, et que quand tous les feux sont ouverts avec la génétique, c'est très compliqué, voire impossible, de rattraper quelqu'un de très doué qui fait tout bien. Donc par défaut, faites tout bien. Si vous n'êtes pas, peu importe à quel point vous êtes doué génétiquement, faites tout bien, et vous aurez toutes les chances de votre côté. Je crois que j'ai fait le tour.
Il y aura d'autres choses à dire, je pense, mais je pense que je trouve que c'est assez clair, assez condensé. Prenez toujours soin de vous, faites très attention à votre santé, c'est pas un jeu. Dites-vous toujours bien, est-ce que ça en vaut le coup, et réellement, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement d'atteindre ces objectifs-là. Je suis le premier à vous dire, ayez des objectifs et accomplissez-vous. Et pratiquer un sport au niveau, ça change quelqu'un. Je suis bien placé pour vous le dire. J'ai pas la même attitude là en commençant des nouveaux sports que j'aurais eu sans avoir goûté au sport au niveau et comprendre ce que c'est d'être un athlète de haut niveau. Donc ça, je trouve que c'est important et formateur pour un homme. Du moins d'être un athlète, pas forcément professionnel, mais à un certain niveau. Ou alors d'avoir pratiqué un sport avec beaucoup d'assiduité et de façon très sérieuse. Je trouve que ça ajoute quelque chose. Et ça crée aussi justement cette discipline, cette capacité à aimer la routine. Et ça me sert dans tous les domaines de ma vie. Et voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Chaque semaine, je suis là plusieurs fois pour vous donner les meilleurs conseils, les meilleures informations, les meilleures méthodes que je peux. Vous savez, c'est mon objectif. C'est vraiment vous donner les bonnes informations, vous donner la réalité brute du terrain. J'ai tout vu, tout entendu, un peu tout essayé, je pense, en 10 ans. Pas tout, évidemment, je ne peux pas avoir tout essayé. Il y a beaucoup de méthodes qui viennent, qui émergent et que je n'ai pas encore testé. Ce serait mentir de dire que j'ai tout testé, mais j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu ça à haut niveau. Et je peux vous dire, et je le vois avec beaucoup de clients différents, j'ai beaucoup de théories, mais aussi surtout beaucoup de terrain et d'expérience en tant qu'athlète, en tant que coach. Et c'est important pour moi de partager ces choses-là et vous donner vraiment le réel. N'oubliez jamais, et je vous laisserai là-dessus, comme à chaque fin de vidéo, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Prenez soin de vous.